À présent, on s'étonnera peut-être que dès les premières pages n'aient pas repoussé une pareille production, mais c'est si grossièrement méchant que cela ne saurait exciter la colère. D'un autre côté, il n'est point de dégoût que néfastement de loisireté des centaines. On heureux d'y avoir quelque chose à parcourir. Nous n'avons de trop ici que de temps, disait très plaisamment l'empereur il y a peu de jours. J'ai donc continué. Et puis, le dirai-je, ce n'est pas sans quelque plaisir que je lis désormais les contes absurdes, les mensonges, les calomnies qu'un auteur tient toujours comme de coutume de la meilleure autorité sur des objets que je connais aujourd'hui si parfaitement moi-même, qui me sont devenus aussi familiers que les détails de ma propre vie. Comme aussi je trouve quelque charme à laisser des pages remplies des couleurs les plus fausses, un portrait purement fantastique peut venir étudier la vérité aux côtés du personnage réel dans sa propre conversation pleine de choses du jeu neuf, du jeu grande. Ce matin, l'empereur m'ayant fait venir après son déjeuner, je l'ai trouvé dans sa robe de chambre, étendue sur son canapé. La conversation l'a conduit à me demander quelle était ma lecture du moment. J'ai répondu que c'était une des plus fameuses, des plus salutaires publié contre lui, et je lui ai cité à l'instant quelques-uns des traits des plus abominables. Abominables. Il en riait beaucoup et a voulu voir l'ouvrage. Je l'ai fait venir, nous l'avons parcouru ensemble. En tombant d'heureux en heureux, il s'écrie Jésus, Jésus, c'est signé. Juste que je me suis aperçu lui être familier dans sa petite intimité lorsqu'il rencontre des assertions monstrueuses, impudentes, cyniques qui excitent son indignation ou sa surprise sans le porter à la colère. Schéma faisant l'empereur analyser certains faits, redresser des points dont l'auteur avait su quelque chose. Parfois, il haussait les épaules de pitié, parfois, il riait de bon cœur. Jamais il ne montra les moindres signes d'humeur. Quand il lut l'article de ses nombreuses débauches, les violences, les outrages qu'on lui faisait commettre, il observa que l'auteur avait voulu sans doute en faire un héros sous tous les rapports. Il le livrait du reste à ceux qui voulaient en le faire impuissant, qui s'étaient assez messieurs à se corder ensemble, ajoutant gaiement que tout le monde n'était pas aussi malheureux que la plaideur de Toulouse. Toutefois, on avait tort, disait-il, de l'attaquer sur ses murs, lui qui tout le monde savait le savoir, singulièrement amélioré. On ne pouvait ignorer que son intérêt ne le portait pas à la débauche. La multitude de ses affaires ne lui honorait pas d'ailleurs laissé longtemps. Arrivé aux pages où sa mère était peinte à Marseille sous le rôle les plus dégoûtants et les plus abjects, il s'est arrêté, répétant plusieurs fois avec l'accent de l'indignation et d'une demi-douleur. Ah, madame, pauvre madame, avec toute sa fierté, si elle était ceci, que Dieu! Nous avons passé ainsi plus de 2 heures, au bout desquelles il s'est mis à sa toilette. On a introduit le docteur au miroir. C'était l'heure à laquelle d'ordinaire il était admis. Dottori, lui dit-il en italien, tout en faisant sa barbe. Je viens de lire une de vos belles productions de Londres contre moi. La figure du docteur demandait ce que c'était. Je lui fis voir le livre de loi. C'était précisément lui qui me
l'avait prêté. Il était déconcerté. On a bien raison de dire, continuait l'empereur, qu'il n'y a que la vérité que offense. Je n'ai pas été fâché un instant, mais j'ai ri souvent. Le docteur cherchait à reprendre et s'entortillait dans des grandes phrases. C'était Olivella, infâme, dégoûtant. Tout le monde le savait. Personne n'en faisait de cas. Toutefois, quelques-uns pouvaient en les croire, faute d'y avoir répondu. Mais que faire à cela, disait l'empereur, s'il entrait aujourd'hui dans la tête de quelqu'un d'imprimer qu'il m'est venu du poil et que je marche ici à quatre pattes. Il est des gens qui les croiraient et diraient que c'est Dieu qui m'a puni comme Nabucodonosor. Et que pourrais-je faire? Je n'y a aucun remède à cela. Le docteur sortit, conservant à peine la gaieté, l'indifférence naturelle dont il venait d'être témoin. Pour nous, nous y étions désormais accoutumés. C'est ça. Sous les 3 heures, l'empereur m'a fait venir pour causer pendant qu'il faisait sa toilette. Nous avons été ensuite faire quelques tours dans le jardin. Il a observé par hasard qu'il était honteux, qu'il ne sait pas encore lire l'anglais. Je l'ai assuré que s'il avait continué après les 2 leçons que je lui avais données aux environs de Madère, il lirait aujourd'hui toute espèce de livres anglais. Il en demeurait convaincu et m'a commandé alors de le forcer chaque jour à prendre une leçon. De là, la conversation conduit à faire savoir que je venais de donner à mon fils sa première leçon de mathématiques. C'est une partie que l'empereur aime beaucoup, dans laquelle il est très fort. Il s'est étonné que je montrasse à mon fils d'abondance son livre, son cahier. Il ne me savait pas de cette force, disait-il, et m'a menacé alors de le voir parfois à l'improviste examiner le maître et le collier. À dîner, il a entrepris ce qu'il a appelé monsieur le professeur de mathématiques et bien lui en a pris d'être ferré une question. N'attendez pas l'autre. Souvent, elle était fort subtile. Il ne revenait pas, du reste, que dans le lycée, on ne montra pas des très bonnes heures, les mathématiques. Il disait qu'on avait gâté tous ses intentions touchant les universités, se plaignait fort de M. de Fontaine, se récriant sur ce que, pendant qu'il était contraint d'aller faire la guerre au loin, on lui cachait tout chez lui. Cela a ramené l'empereur à ses premières années au père pas trop son professeur de mathématiques dont il nous a fait l'histoire. Je l'ai déjà écrit. On doit l'avoir lu plus haut. 17. Aujourd'hui, l'empereur a pris sa première leçon en anglais. Et comme mon premier but était de la mettre à même de lire promptement le papier, cette première leçon n'a consisté qu'à faire connaissance avec une gazette anglaise, à en étudier les formes et les plans, à connaître des placements toujours uniformes des divers objets qu'elle renferme, à séparer les annonces et les commérages de ville avec la politique, et dans celle-ci apprendre à discerner ce qui est authentique d'avec ce que n'est qu'un bruit hasardé. Je me suis engagée, si l'empereur avait la constance, de s'ennuyer tous les jours de pareilles leçons, à ce que dans un mois il peut lire les gazettes sans les secours d'aucun de nous. L'empereur ensuite a voulu faire quelques thèmes. Il écrivait des phrases dictées et les traduisait
en anglais à l'aide d'un petit tableau que je lui ai fait pour les verbes auxiliaires et les articles et à l'aide d'un dictionnaire pour les autres mots que je lui faisais chercher lui-même. Je lui expliquais les règles de la syntaxe et de la grammaire à mesure qu'elle se présentait. Il a fait de la sorte quelques phrases qui l'ont plus amusé que les versions que nous avons voulu essayer aussi. Après la leçon, sur les 2 heures, nous avons été promenés dans le jardin. On a tiré plusieurs coups de fusil. Il était aussi près qu'il semblait être dans le jardin même. L'empereur m'a observé que mon fils, nous croyions que c'était lui, semblait faire une bonne chasse. J'ai ajouté que ce serait la dernière fois qu'il la ferait aussi près de l'empereur. Effectivement, a-t-il repris, allez dire qu'il ne nous approchait qu'à la portée du canon. J'y ai couru, nous accusions à tort, c'était les chevaux de l'empereur qui l'ont s'occupé à dresser. Après le dîner, pendant le café, l'empereur, m'accolant à la cheminée, m'appuyait la main sur la tête comme pour me mesurer la taille et me disait « Je suis un géant pour vous, Votre Majesté. » Les pourtant d'autres, lui et je, observaient que cela ne saurait m'affecter. Il a parlé aussitôt d'autre chose, car il ne s'arrête pas volontiers sur les phrases de cette nature. 18 à 20. Notre vie se passait dans une grande uniformité. L'empereur ne sortait pas du tout les matins. Vers les 2 heures, la leçon d'anglais était devenue très régulière. Venait ensuite la promenade du jardin, où quelques présentations qui étaient en forte rare, puis une petite course en calèche, car les chevaux étaient enfin arrivé avant le dîner, la révision des campagnes d'Italie ou d'Égypte. Après le dîner, la lecture des noms romains. Les 20, l'empereur reçut le gouverneur Wilkes, avec lequel il eut une conversation à fond sur l'armée, les sciences, l'administration et les Indes. Voilà de l'organisation de l'armée anglaise. Il s'est arrêté sur son mode devant ce mot, se tenant que chez un peuple où existait l'égalité des droits, les soldats divines sont si rarement officiers. Le colonel Weeks avouait que les soldats n'étaient pas faits pour le devenir et que les Anglais étaient à leur tour de l'immense différence qu'il avait remarquée dans l'armée française, où presque chaque soldat leur avait montré les germes d'un officier. C'est une des grandes conséquences de la conscription, lui observait l'empereur. Elle avait rendu l'armée française la mieux composée que fut jamais. C'était une institution, continuait-il, éminemment nationale et déjà fort avancée dans nos murs. Il n'y avait plus que les mères qui sont affligées sans encore, et le temps serait venu où une fille n'eût pas voulu un garçon qui n'aurait pas acquitté de sa tête envers la patrie. Et c'est dans cet état seulement, ajoutait-il, que la conscription aurait acquis la dernière mesure de ses avantages, quand elle ne se présente plus comme un supplice ou comme un corvée, mais qu'elle est devenue un point d'honneur dont chacun demeure jaloux. Alors seulement la nation est grande, glorieuse et forte. C'est alors que son existence peut défier les revers, les invasions, les siècles.